Bonjour à toutes. Alors, on va faire une préparation à l'accouchement, à votre accouchement spécialement. En fait, la Sécurité sociale prévoit 8 cours de 45 minutes chaque cours qui vous est remboursé à 100%. Et quand on a le petit sabot, la prise en charge est directe, ce qui est le cas ici. Voilà. Alors, moi, je préfère, comme la plupart des sages-femmes, cumuler 2 cours en même temps. Parce que ce qui est fatigant pour les femmes enceintes, c'est essentiellement les déplacements. Et donc là, ça vous permet de vous déplacer que 4 fois au lieu de 8 fois. Alors, je vais vous dire un petit peu le contenu de ces 4 cours. Dans le premier cours, c'est essentiellement tout ce qui concerne le pré-travail, c'est-à-dire tout ce qui va arriver avant que vous veniez à la maternité, avec la base des respirations. Le deuxième cours, ça sera essentiellement toute la partie qui concerne la dilatation, toutes les émotions pendant cette partie-là, et toutes les respirations, toutes les positions. Donc on a une moitié de cours qui est toutes les explications, et la deuxième moitié de cours qui se fait sur les tapis, et où on va faire les respirations, les positions, etc. À la fin de ce cours-là, je vais essayer de vous montrer les massages qu'on peut faire aussi pendant la période de travail. Et puis aussi, si on a le temps, je vais vous apprendre à repérer les bébés dans le ventre. Et puis, on a ensuite un cours avec les papas, où là, on va faire toutes les présentations du bébé, dans quelle présentation il peut arriver dans votre bassin, la descente du bébé dans le bassin, la poussée, la naissance proprement dite, et puis tous les soins au bébé à la naissance, c'est-à-dire tout ce qui va se passer pour le bébé. Ensuite, là, je fais aussi un petit peu une petite parenthèse sur le médico-légal, c'est-à-dire quels sont vos droits, quels sont les droits du personnel hospitalier, voilà. Et puis, la deuxième partie de ce cours-là, je parle beaucoup de la paternité, de ce que c'est que de devenir père, aussi de ce que c'est que de devenir mère, mais je fais parler davantage vos compagnons parce qu'ils viennent qu'une seule fois et que c'est le moment où on leur fait la place, là, parce que c'est un peu plus pour eux. Et puis, il va y avoir un dernier cours qui va être tout le rapport à l'allaitement, le rapport à votre corps dans l'allaitement, toutes les questions autour de la puériculture, on va dire, mais aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire aussi le rapport au bébé, le rapport à la famille qui est en train de se constituer, la famille rapprochée, mais la famille éloignée, et comment tout ça interagit les uns avec les autres. Et puis la sexualité aussi. Donc voilà, donc ça c'est l'ensemble de la préparation qu'on va faire ensemble. Vous avez droit à ce que des sages-femmes viennent vous voir en suite de couche. Alors, le problème, c'est d'en trouver, hein. C'est plutôt ça, hein. Vous allez voir que les séjours actuellement en maternité sont extrêmement courts. Les hôpitaux où c'est le plus rapide, c'est 48 heures après l'accouchement. Et les hôpitaux où c'est le moins rapide, c'est 4 à 5 jours. Mais 4-5 jours, ça fait que 2 jours d'allaitement, de mise en place de l'allaitement, c'est pas beaucoup en institution, hein. Donc, la Sécurité sociale prévoit que vous pouvez avoir recours aux sages-femmes libérales pour venir chez vous, pour surveiller le bébé et vous, et pour vous donner, surtout sur un premier bébé, en général sur un deuxième ou troisième, on en a moins besoin, de l'aide et de la prise en charge de l'entourage, etc. Il suffit d'avoir un numéro de téléphone d'une sage-femme libérale ou du cabinet et on vient chez vous. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur vos droits? Vous avez 3 échographies à faire pendant la grossesse. Vous devez normalement aller faire des consultations tous les mois. Vous devez aller voir l'anesthésiste en fin de grossesse en général. Donc, il faut vous y prendre vers 6 ou 7 mois pour avoir votre rendez-vous avec l'anesthésiste. L'anesthésiste va vous demander votre bilan anesthésique pour le dernier mois de grossesse qu'il va falloir faire, et je vais vous dire de quoi il est composé. Pourquoi je vais vous dire de quoi il est composé? Parce qu'ici manque un élément à ce bilan. L'anesthésiste ne fera pas la péridurale. Donc, je vous explique ce qui se passe dans ce cas-là. Vous arrivez, il manque un élément, il faut faire la prise de sang, appeler le coursier prend le tube, qu'on a prélevé, ça c'est pas très long. Le fait de faire venir le coursier, c'est plus long. Et puis le coursier va emmener le tube au laboratoire
Et le laboratoire fait l'analyse. Donc, si c'est en pleine nuit, le laborantin se réveille, il met les machines en route, il fait les analyses qu'on demande et il les renvoie par fax. Donc, ça, c'est plus rapide. Non, on le renvoie par fax. L'ensemble de tout ça peut prendre 3 heures. Jamais plus. Mais, sur une dame qui veut une péridurale en arrivant, on lui dit, ben voilà, il manque un élément, vous avez 3 heures à attendre. C'est trop long, 3 heures. Une demi-heure, ça va, 3/4 d'heure, ça commence à devenir un peu long, mais 3 heures, c'est trop long. Donc, c'est pour ça que je vous préviens et que je vais donc vous dire maintenant quels sont tous les examens que vous devez avoir pour votre bilan anesthésique. Sans ça, il y aura de l'attente, hein, je vous préviens. Alors, les examens sont NFS. Ça veut dire numération formule sanguine. C'est vos globules rouges, c'est le détail de la numération. Dedans, il y a l'hémoglobine et vous pourrez constater que, puisque vous êtes enceinte, vous faites une anémie de grossesse. Toutes les femmes enceintes font une anémie de grossesse. Vous avez peut-être remarqué que vous avez le cœur qui bat plus vite. Pour certaines, elles ont même des effets comme si elles avaient des palpitations. Et si vous courez, vous allez être essoufflé plus vite. Si vous montez des escaliers, vous allez être essoufflé au premier au lieu d'être essoufflé au troisième, quoi. C'est comme ça qu'on se rend compte qu'on est anémié, hein. Alors, NFS, plaquettes. Plaquettes, c'est des petites cellules qu'il y a dans le sang qui rentrent dans la composition de la coagulation du sang. TP, c'est taux de prothrombine, ça veut dire. TCA, temps de coagulation. Fibrine. Vous devez avoir des RAI, ça veut dire recherche d'agglutinine irrégulière. Vous devez avoir un groupe sanguin avec 2 déterminations phénotypées. Phénotypées, ça veut dire qu'il doit y avoir les sous-groupes d'inscrits. Dans la dernière consultation de grossesse ou l'avant-dernière, vous devez avoir un prélèvement vaginal avec une recherche de strepto-B. C'est un germe, le strepto-B, qu'on cherche en fin de grossesse parce que une femme sur 3 a du strepto-B dans le vagin, c'est absolument pas gênant. Vous n'avez aucun phénomène clinique qui pourrait montrer que vous avez du strepto-B. La seule chose, c'est que c'est un germe qui est un petit peu dangereux pour les bébés. Si vous avez du strepto-B, on va vous mettre sous antibiotiques pendant la période d'accouchement. Voilà, donc ça c'était les choses autour de la grossesse que vous devez noter. Alors maintenant, vous allez noter ce qu'il faut mettre au-dessus de votre valise. Quand vous allez venir à la maternité, ils vont vous demander au dernier moment de donner les affaires du bébé. Alors je vous dis ce qu'il y a besoin dans le sac du bébé. Alors il y a besoin de quoi l'habiller évidemment au moment de la naissance. Alors pour habiller un bébé à la naissance, il faut une grenouillère. C'est un pyjama avec des pieds, hein, juste quand on n'est pas habitué. Il faut un drap housse de couffin ou de berceau, c'est les mêmes tailles. Un drap de dessus, une couverture et ou une gigoteuse. Vous pouvez mettre et la gigoteuse et la couverture. Le truc qui est quand même mieux, pour éviter de vous faire laver plein de choses, c'est d'acheter des couches en coton. Et vous les mettez sur le dessus du drap housse. Des langes. Oui. Et à ce moment-là, tu les mets sur le dessus. Et le bébé, il va régurgiter. Quand il régurgite, tu le retournes de l'autre côté. Et après, tu changes ton drap. Ça t'évite d'avoir trop de drap housse à changer et à laver. Hein, ça, voilà, ça aide bien, ça. Alors, pourquoi? Parce que les régurgitations sont acides, hein, et ça va lui faire des marques sur la peau. Et les peaux des bébés, c'est quand même fragile. Il faut une brassière de coton, un body, des chaussettes ou des chaussons, c'est vous qui voyez, un bonnet. Alors, le bonnet, c'est assez important. Je vous explique pourquoi. Parce que la surface de peau d'un bébé au niveau de la tête, c'est pratiquement le tiers du corps. Et la déperdition de chaleur se fait beaucoup par la peau. Alors, il faudra que vous y pensiez à ça. Votre bébé, vous allez voir, il va pleurer par moment. Il peut pleurer parce qu'il a faim. Il peut pleurer parce qu'il est fatigué et qu'il n'arrive pas à s'endormir. Mais il peut pleurer souvent parce qu'il a froid. Alors, quand je vais voir les dames en suite de couche, je m'aperçois que souvent, elles n'ont pas pris la température. J'arrive et je tombe sur des bébés qui ont 35,2, 35,3. Elles pensent qu'elles n'ont pas assez de lait. Et donc, la vérité, une fois qu'on a pris la température et qu'on réchauffe le bébé, on s'aperçoit que tout va mieux, hein. Il se calme, évidemment. Donc, la première façon de le réchauffer, c'est de le mettre évidemment contre vous et de lui mettre un bonnet sur la tête.
Voilà. Alors, un deuxième sac maintenant pour ce que vous aurez besoin au moment de l'accouchement. Alors, vous allez avoir besoin d'un grand t-shirt. Moche. Parce qu'il va être dégueu, un grand t-shirt. Donc, vous ne mettez pas un joli truc, voilà, un truc large, dans lequel vous êtes à l'aise. Un petit peu de miel. Pourquoi? Parce que le miel, il y a à la fois des sucres rapides et des sucres lents dedans, et que c'est extrêmement digeste, et qu'en fait, pour celles d'entre vous qui ne vomiront pas, parce qu'il y en a 1 sur 3 qui a des vomissements pendant le pré-travail et le travail, donc c'est beaucoup, hein, c'est-à-dire vous inquiétez pas si ça arrive. Donc voilà, vous pourrez prendre un petit peu de miel, et parce que dès que vous serez dans les institutions, on ne vous donnera pas à manger. Donc... c'est pour ça qu'il ne faut pas y arriver trop tôt, hein, parce qu'il y a des fois des femmes, elles passent 24 heures sans manger et sans boire, j'ai oublié, sans boire. Donc on n'est pas bien après, surtout qu'il y a une super dépense d'énergie à cause des contractions de l'utérus. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, mangez avant de venir à la maternité, hein, et buvez un peu. Alors, sauf celles pour qui l'accouchement va être très rapide, mais je vous expliquer comment on sait la vitesse de son accouchement dès le départ. Hein, donc ça, je vais vous l'apprendre aujourd'hui. Il vous faut une chemise de nuit ou un pyjama pour après l'accouchement, parce que le fameux t-shirt là, ça ne le fera pas. Et il faut au moins une culotte en filet pour vous emmener dans votre chambre après et vous faire une toilette. Voilà, ça c'est le sac pour vous. J'ai fini, je crois, sur les détails un petit peu techniques, mais on reviendra probablement dessus. Alors maintenant, on va faire un tour pour dire un petit peu comment ça se passe, etc. On va commencer par toi. Donc, je m'appelle Dorothus Frédéric, j'ai 23 ans. C'est le premier bébé. J'ai énormément peur parce qu'il est par le siège. Pendant toute la grossesse, il était en bas et maintenant, il s'est retourné. Qu'est-ce que tu fais? Oui, j'ai oublié de dire ton métier, c'est quoi? Je suis aide-soignante, mais élève infirmière, là, 2e année. J'ai l'impression d'avoir plus peur et de ne rien connaître. Alors que c'est pas vrai du tout parce que je suis en plus, je veux être sage-femme, donc j'ai pris l'option maternité, donc je suis toujours en salle de naissance, mais bon, j'ai peur. Donc voilà. Et puis j'ai 8 mois, du moins, oui 8 mois, je suis à la 36e semaine. Ok. Alors là où je parle du siège, c'est le cours avec les papas, parce que tout ce que je vais dire sur le siège, ça intéresse aussi ton mari. Tu vois, donc c'est pour ça que je vais en parler. Moi c'est Claire, j'ai 29 ans. Je suis dans ma 36e semaine de grossesse, donc je dois accoucher vers le 29, mais bon, je la soupçonne de venir un peu avant parce qu'elle est grosse et elle gigote. Ton métier, c'était intermittente. Du spectacle. Dessin animé. Est-ce que vous pouvez dire si vous en avez envie, si vous le savez, etc., si vous attendez un petit garçon, une petite fille? Moi c'est une petite fille. Une petite fille, et toi? Un petit garçon. Bon ben voilà, oui. Un sur deux. Sylvie, 34 ans. Donc moi j'attends mon 2e enfant. Ah. J'ai déjà une petite fille de 3 ans. J'attends un petit garçon. J'entame mon 8e mois de grossesse. Et pour ma fille, elle était en siège. Et là, je suis allée à l'échographie du 7e mois hier. Et pour le garçon, ça y est, lui, il a trouvé le chemin pour se retourner. Donc, normalement... il a la tête en bas. Il a la tête en bas et normalement, ce sera un accouchement par voie basse. Et pour la fille, ça avait été une césarienne? Pas programmée parce elle était en siège jusqu'au bout, mais on avait fait tous les examens nécessaires et le personnel m'avait dit qu'on pouvait tenter une voie basse. Une voie basse, donc j'étais d'accord. Donc après 5 heures de dilatation totale et fatigue de ma part, température de ma part et puis fatigue du cœur du bébé de l'autre côté, on m'a fait une césarienne. Juste peut-être sur l'histoire de la césarienne programmée, dire que donc dans ton histoire, toi de femme, tes enfants naissent pour l'instant, puisqu'il n'y en a eu qu'un, par le ventre. D'accord? Donc, dans mon expérience, moi, de sage-femme, il y a toujours un petit rappel dans le 2e accouchement de ce qui s'est passé la première fois. Ce qui est extrêmement positif, c'est que c'est un bébé qui arrive par la tête en bas. D'accord? Mais il est possible, c'est pour ça que je te le dis comme ça, que vers 6-7 cm, c'est-à-dire le même endroit, ça stagnouille un petit peu. C'est comme si on devait revisiter son histoire
à un moment donné pour passer à autre chose. Ça descend pas très bien, c'est une revisitation. Je sais que ça va être un peu comme ça. Et voilà. Peut-être en plus, ça va s'engager avant même la fin de la dilatation. Ça arrive hein, sur un deuxième. Mais malgré tout, je te dis ça pour pas que tu plonges dans quelque chose qui peut arriver de temps en temps. Moi, c'est Sabrina. Ouais. J'ai 25 ans. Ouais. Et la naissance de mon enfant est prévue pour le 1er mars. D'accord. Voilà. Et puis je suis ADSEM, je travaille en présence des enfants maternels. Alors à toi? Donc moi c'est Karine, j'ai 34 ans, c'est mon deuxième enfant. Oui. Donc cette fois-ci c'est un petit garçon. La première fois, c'est une petite fille? C'est une grande fille maintenant, oui. Elle a quel âge? Elle a 12 ans. Donc c'est loin déjà. Qu'est-ce que tu fais comme Je suis assistante commerciale. assistante commerciale? Ok. Et ton premier accouchement, c'était passé comment? Très rapide. Très rapide. Très rapide. Ah, alors ça risque d'être encore plus rapide. C'est ça qui me fait Donc peur. toi, ça va être ça l'angoisse. Ouais. J'ai oublié de vous dire, s'il y a un sujet que vous voulez qu'on aborde plus précisément, il faudra me le dire. Je vais commencer peut-être, d'ailleurs, là je suis en train de penser, par quelque chose qui n'est pas tout à fait de l'ordre de la maternité, mais qui est quand même intéressante, mais qui est de l'ordre des idées reçues. Je vais vous poser une question qui va vous paraître peut-être bizarre, mais qui est quand même intéressante. Quelles sont celles parmi vous qui ont saigné lors des premiers rapports sexuels? 1, 2, 3, 4. Bon, donc qui n'a pas saigné? Donc là, toi aussi. Ok, toi aussi. Donc c'est intéressant, parce que je suis en train de vous expliquer là que l'hymen n'existe pas. En tous les cas pour la moitié des femmes. Puisqu'on est la moitié à ne pas avoir saigné. C'est pour ça que je vous dis, les idées préconçues, c'est compliqué. Et donc, les certificats hyménéaux qui sont demandés, c'est de la foutaise. Je viens de vous montrer la preuve dans ce groupe. C'est juste ça. Hein. Donc, je vous le dis, faites diffuser l'info. C'est pas juste, cette histoire d'hymen. D'accord ? Voilà. Ok, alors aujourd'hui, on va faire donc le pré-travail. Ici, vous avez la première contraction. Ici, vous avez la poussée, le début de la poussée, ici. Ici, c'est la naissance du bébé. Ici, on va appeler ça le travail. Ou encore, ce qu'on appelle la dilatation. Ici, c'est le pré-travail. C'est l'objet du cours d'aujourd'hui, pré-travail. Ou alors, le deuxième terme, c'est effacement du col. Voilà. Et le but du cours d'aujourd'hui, c'est de vous faire arriver à peu près dans une zone qui est celle-là. Voilà. Alors, ici, en moyenne, évidemment, hein, il y aurait 5 cm ici de dilatation. Alors, la dilatation, on pousse à partir de 10 cm, et ici, ça serait 1 cm. Donc, ça veut dire, quand je fais ça, que les 5 premiers centimètres dans la dilatation sont 2 fois plus longs que les 5 derniers, j'ai bien dit en moyenne. Parce qu'il y a des femmes qui stagnent à la fin de la dilatation, donc ça arrive aussi que ce soit plus long la fin de la dilatation. Donc voilà, donc là vous avez l'ensemble du pré-travail et du travail. Et donc ici, vous avez le pré-travail qui va être l'objet d'aujourd'hui. Alors je vais vous mettre en bleu le temps moyen. Alors le temps moyen, ça veut dire qu'il y a des femmes qui accouchent en 2 heures, tout compris, pour un premier bébé, tout compris, hein, de la première contraction à la sortie du bébé. Et il y en a d'autres qui accouchent en 30-35 heures, tout compris. Ni l'un ni l'autre ne sont pathologiques, c'est-à-dire tout est normal. Hein. Simplement, c'est en gros le pré-travail qui n'est pas le même, hein, d'une façon ou d'une autre. Alors ici, la moyenne de durée du pré-travail, c'est autour de 8 heures. La moyenne du travail, c'est autour de 5 heures. Et en poussée, on ne dépasse pas 1 heure de poussée. Ça veut dire qu'au total, on sera à 14 heures. La durée totale de l'ensemble.
Alors déjà, ça veut dire qu'il va falloir négocier tout ce qui se passe dans le temps. Que c'est pas magique, quoi, qu'il n'y a pas une contraction, pof, il arrive. Enfin, ça arrive, hein, que ce soit comme ça. Mais ça doit arriver une fois tous les 100 000 naissances. Hein. Donc, il vaut mieux que vous prévoyiez, que vous ne fassiez pas partie de cette voie-là, pour histoire d'être préparé quand même à autre chose qu'un truc magique. Est-ce que l'accouchement de nos mères... Ont quelque chose à voir avec le tien? Oui. Alors, je répondrai oui un peu, si tu préfères. Bon, parce qu'il y a quand même des qualités de fibres utérines, des qualités de tissu conjonctif au niveau du col, qui sont quand même, qui sont quelque chose qui est de l'ordre de l'hérédité. Mais il y a aussi surtout les discours que tu as eus, dans lesquels tu as baigné, c'est-à-dire la culture de l'accouchement qui a été transmise par la lignée des femmes dans ta famille. Et toi, c'est une culture d'accouchement ultra fastoche, finger in the nose, comme on dit, parce que donc le problème pour vous, l'angoisse, c'est la vitesse à laquelle ça va. Ouais. Donc voilà, ben, ça se transmet de génération en génération et ça correspond aussi à toi, quelque chose. Voilà. Donc ça ne veut pas dire pour celles qui ont eu des mères qui ont très mal accouché que vous allez très mal accoucher, hein, parce que je fais gaffe là aussi. Il suffit d'essayer de comprendre pourquoi votre mère n'a pas très bien accouché. Alors ça, par contre, c'est un travail pas forcément facile, mais d'essayer d'avoir des repères par rapport à ça pour prendre un petit peu de distance par rapport à votre mère. Parce que c'est vrai que la période de la grossesse et de l'accouchement sont des périodes comme ça un peu scotchées à l'histoire des femmes de la famille, parce qu'il y a une espèce de rapprochement là, dans les histoires de femmes de famille. Alors, moi, je vais vous dire un truc, là, c'est un petit secret. Je crois que c'est le moment où on doit comprendre qu'on doit écouter sa mère et sa grand-mère, le moment de la grossesse et de l'accouchement, parce qu'on est leur fille, qu'on leur doit le respect, qu'on leur doit cette écoute-là, mais, qu'on n'est pas obligé de les croire. Ok? Tout le monde comprend, là? Oui. Bon, ça va. À partir à peu près d'ici, au niveau du pré-travail, nous sommes à des contractions toutes les 3 à 4 minutes qui durent entre 30 à 60 secondes. Voilà. Donc, la première courbe que je vais faire, c'est la courbe de l'intensité et de la fréquence. Ça va donc monter progressivement au niveau des contractions et on va arriver à ce point-là. Donc, c'est donc la courbe intensité et fréquence. Voilà. Là, je vous donne des explications sur 60% des accouchements. C'est-à-dire, je suis en train de vous parler de l'accouchement qui commence par des contractions. C'est 60% des accouchements. C'est la majorité. Ensuite, je vais vous parler des accouchements qui commencent par les ruptures ou des fissurations de la poche des os. D'accord? Alors, c'est important et c'est très rapidement que vous allez donc savoir la vitesse de votre accouchement. Là, vous voyez... sur un accouchement de 8 heures, en à peu près 4 heures, on arrive, en 3-4 heures, on arrive à des contractions toutes les 3 à 4 minutes. D'accord? Donc ça veut dire que ça commence comme ça. Vous êtes chez vous et d'un seul coup, il y a une contraction qui est quand même assez forte. Vous sentez que ce n'est plus une contraction de fin de grossesse, en sachant que les contractions de la fin de grossesse sont plus fortes que celles du début de la grossesse. Hein, donc vous avez déjà ces perceptions qui commencent à changer en fin de grossesse. Donc là, d'un seul coup, vous avez une contraction qui est plus forte que votre contraction habituelle. Vous dites, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voyons voir, on va attendre un petit moment. Puis un quart d'heure, 20 minutes après, il y en a une autre. Puis encore un quart d'heure après, encore une autre. Et puis après, encore 14 minutes après une autre, 10 minutes après une autre, 8 minutes après une autre, encore 8 minutes après une autre. Puis 6 minutes après une autre, il y en a 3, 4. Puis après, 5, 4, 3 minutes. Voilà. Et pour arriver à toutes 3, 4 minutes, ça va mettre à peu près 3, 4 heures. Voilà. C'est un accouchement qui va être celui que je viens de décrire, qui va se passer entre 10 et 14 heures. Hein. C'est à peu près ça, la durée de cet accouchement-là. Donc, dès le départ, vous allez savoir. Alors maintenant, je vais vous décrire un accouchement en 2 heures de temps. Par exemple, le tien. La dame, elle est là. Elle a d'un seul coup une contraction. Elle ne se dit pas, oh là là, qu'est-ce que c'est? Elle se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est immédiatement très fort. Elle comprend tout de suite que ça a l'air d'être une contraction de grossesse.
5 minutes après, il y en a une autre. Encore 5 minutes après, il y en a une autre. 4 minutes après, il y en a une autre. 3 minutes après, il y en a une autre. 3 minutes après, il y en a une autre. 2 minutes après, il y en a une autre. C'est-à-dire qu'en l'espace de moins d'une demi-heure, elle a contraction sur contraction extrêmement forte. C'est un accouchement rapide. Est-ce que vous comprenez bien ce que je viens de dire? Donc, dès le départ, si dans le quart d'heure qui suit la première contraction, vous avez déjà 8 très rapprochées et très fortes, c'est un accouchement rapide. L'idéal étant d'arriver dans cette période-là que je vous ai fait en vert. Donc, on ne peut pas vraiment se fier au rythme des contractions, puisque je viens de vous dire, il faut que vos contractions soient toutes les 3 à 4 minutes et qu'elles durent 30 secondes, mais vous êtes encore en pré-travail. Et donc, les contractions, le rythme et la fréquence ne sont pas vraiment un bon indice pour venir. Quel est le bon indice pour venir? Voilà le bon indice pour venir, ça va être la courbe de l'émotion. L'émotion, ça démarre comme ça, ça monte, tac, 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 tac. On arrive jusque là au niveau de la poussée, c'est donc un truc qui grimpe tout le temps. Et ici, ça fait ça, et au moment de la naissance, ça sort du tableau. Voilà. On n'est plus dans une dimension, dans un truc à 3 dimensions, on est ailleurs là. Donc voilà, je ne peux pas vous le dessiner, on pourrait faire une petite explosion là, voilà, émotionnelle. Voilà, alors ça c'est l'émotion, je vous le mets, la courbe de l'émotion est ici. La courbe de la douleur maintenant, non, la courbe de la fatigue on va faire. La fatigue, plus ça dure, plus on est crevé. Donc voilà. Elle va suivre l'émotion. Fatigue. Mon bleu a du mal. Voilà. La douleur. Normalement, la douleur, ça devrait suivre l'intensité et la fréquence. Mais comme on est plus fatigué, la fatigue abaisse le seuil douloureux. Par exemple, une rage de dents, la première demi-heure de votre rage de dents, ça va, mais 6 heures après, c'est insupportable. Pourtant, c'est la même douleur. Donc, la fatigue abaisse le seuil de douloureux. Donc, même si c'est la même fréquence enregistrée au monitoring et la même intensité, la douleur, elle va faire un truc qui va ressembler à ça et à ça. C'est-à-dire, ça ne va pas quand même être comme la courbe de l'émotion, mais quand même, ça va augmenter progressivement. Donc, tout ça pour vous dire comment je vais reconnaître que je suis à cet endroit-là, puisque à cet endroit-là, j'ai déjà des contractions fortes et régulières et qu'elles ne vont pas tellement être plus intenses. Donc, quel type d'émotions vont m'amener à venir à la maternité? Quand vous arrivez à ce moment-là, avec des contractions toutes les 3 à 4 minutes pendant 60 secondes, vous avez donc des contractions très fréquentes, régulières. Forcément, dans la tête, à ce moment-là, vous allez avoir une question. Et la question, ça va être, est-ce que c'est le moment de venir à la maternité? C'est forcément ça, la question. La réponse est donc, c'est pas le moment de venir à la maternité. Donc, la question qui vient juste après, c'est, ah bon, alors quand est-ce que c'est le moment de venir à la maternité? C'est là. C'est quand je ne me pose plus la question, est-ce que c'est le moment de venir à la maternité? Si vous préférez, il y a un moment où on se le demande, puis il y a un moment où on se dit « j'y vais ». Voilà. Et bien c'est le moment où on se dit « j'y vais ». Voilà. Et là, vous allez à la maternité. Vous avez un petit utérus ici, qui a à peu près la taille d'un utérus de 6 mois. Ça fait à peu près ça. Pour les fortes entrecôts, vous avez repéré qu'ici, vous êtes dans du point de Jersey et ici, vous êtes dans du point de côte. On est bien d'accord. Ce n'est pas le même tricot. Pourquoi ce n'est pas le même point? Pourquoi je vous dis ça? Parce que je suis en train de vous montrer que c'est 2 tissus différents. Le tissu qui forme l'utérus, c'est un tissu qui est musculaire. Il est donc fait de fibres musculaires. La propriété d'une fibre musculaire, c'est la contraction. Ça se contracte, une fibre musculaire. Et qu'est-ce qu'elle fait? Les fibres musculaires glissent l'une sur l'autre, se raccourcissent, gonflent et se durcissent. C'est ça la propriété d'une fibre musculaire. Et comme elles se raccourcissent, elles gonflent, elles durcissent, elles vont tirer ici sur le tissu du col de l'utérus qui est un tissu conjonctif. Ça veut dire que c'est un autre tissu. Le tissu conjonctif, ce n'est pas un tissu qui a pour propriété de se contracter. Il ne va donc pas se contracter, ce tissu-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va
s'incorporer, puisque le tissu musculaire va le tirer, au corps de l'utérus. Donc, sur les deuxièmes bébés, déjà, en fin de grossesse, les contractions de fin de grossesse qui vont être plus fortes, de toute façon, vos contractions, vous les percevez plus fortes sur un deuxième bébé que ce que vous avez perçu pour la première grossesse. De même que vous sentez les bébés bouger plus tôt et vous avez l'impression qu'ils bougent plus fort. Les deuxièmes bébés que les premiers bébés. Qui c'est qui n'a pas cette impression-là là, sur les deuxièmes bébés? Toi, c'est ce que ton impression, toi aussi. La sensibilité n'est pas la même. Alors, pour vous, il y aura un truc qui est... Alors, tout ce que je vous dis là, c'est plutôt plus agréable. La vitesse de la dilatation, etc., c'est plutôt pas mal. Il y a un truc qui est un peu plus embêtant sur le deuxième, c'est que les contractions d'après l'accouchement sont plus fortes aussi et sont parfois douloureuses. Ces contractions, on appelle ça les tranchées. Et là, je vous conseille de prendre du Dafalgan. Pourquoi? Parce que ça n'a pas tellement d'intérêt sur le plan émotionnel, ces contractions-là. Elles sont très intéressantes, par contre, sur le plan de la rétraction de l'utérus, parce que ça, comme disent les femmes, ça permet d'avoir que les organes reviennent en place rapidement, surtout avec un allaitement. Et ça permet de ne pas avoir d'infection après, d'endométrite, de choses comme ça. Hein. Donc, c'est très, très bien. Il faut donc prendre des antidouleurs. Pourquoi? Parce que la douleur en suite de couche diminue la lactation. Il faut traiter toutes les douleurs en suite de couche. C'est pour ça qu'on vous a dit, pendant vos consultations prénatales, d'aller voir des dentistes pendant la grossesse. Parce qu'une rage de dents pendant une période d'allaitement, ça peut entraîner une grosse diminution de la lactation. Donc, pour les deuxièmes bébés, pour toutes les deux, si jamais on fait des touchés vaginales pendant la fin de la grossesse, il y a une probabilité qu'il y ait déjà une diminution du col de l'utérus sur la fin de la grossesse. D'accord? Donc c'est juste pour que vous le sachiez, c'est normal. Il y a des petites modifications du col. Les cols sont plus mous sur un deuxième enfant, plus souples. Ils se raccourcissent un tout petit peu plus vite en fin de grossesse et ils se perméabilisent un petit peu plus vite aussi. Pour les premiers bébés, la majorité des femmes gardent des cols à peu près longs et fermés ou légèrement diminués, mais jusqu'à la fin de la grossesse. D'accord? Même s'ils sont un tout petit peu diminués, c'est pas grave. Hein. Voilà. Donc, le col est long, fermé, tonique. Avec les premières contractions, ça va donc tirer sur, ici, le col de l'utérus. Et ça va donc raccourcir légèrement le col de l'utérus. Donc, on va passer d'un col long, tonique, fermé, à un col qui va être, au bout de 2 heures de contraction, ou 3 heures de contraction, aux 3/4 de sa longueur, plus mou et déhissant en général à l'orifice externe. Ça veut dire que quand je mets le doigt ici, je le fais rentrer jusque-là, hein, un tout petit peu sur l'orifice externe. Ensuite, les contractions vont devenir de plus en plus fortes et évidemment, ça va avoir un effet sur le col. Je vais avoir un col à 50% de sa longueur, c'est-à-dire qu'il a déjà diminué de la moitié et cette fois-ci, je mets le doigt complètement à l'intérieur de l'ensemble du col de l'utérus. Au-dessus, là, je sens la poche des os qui est intacte et je sens la tête du bébé ou les fesses, hein, selon la présentation. Donc, au bout de mon doigt, je sens ce qui se passe. Ensuite, encore 2 heures de contraction et là, j'arrive à un col à 25 ou 20% de sa longueur et cette fois-ci, je peux mettre 2 doigts dedans, tout juste. Ensuite, encore au bout de 2 heures de contraction, j'ai un col qui est complètement effacé et c'est là que je suis à 2 cm de dilatation. Alors, c'est très important ce que je viens de vous montrer parce que 90% des femmes vont me dire « Ah, mais moi, j'ai déjà un col ouvert à 1 cm. » Or, quand tu regardes les dossiers, c'est un col perméable à 1 doigt, ce qui n'a rien à voir. Perméable à 1 doigt, c'est un examen de fin de grossesse normal. Et 1 cm, il faut quand même avoir eu 4-5 heures de contraction, voire 8 plutôt, de contraction forte et régulière avant. Hein? Donc, vous comprenez la différence maintenant. Ce que sont les touchés du pré-travail et le toucher vaginal de la dilatation, ce n'est pas les mêmes. D'accord? Donc voilà. Il y a des questions là autour de ça? Non. Il y a 3 choses qui peuvent vous faire venir à la maternité. Le saignement. Alors, dès que vous commencez à avoir des modifications du col, surtout autour de la zone verte, vous risquez d'avoir un petit peu de saignement. C'est-à-dire en fin d'effacement du col, quand la dilatation commence. Ça peut être un signe qui vous aide d'ailleurs, à savoir un peu où vous en êtes.
il y a souvent des petits saignements, à ne pas confondre avec le bouchon muqueux. Le bouchon muqueux, j'en parle tout de suite, puisqu'il en est question, c'est un ensemble de mucosité. Tout le monde n'en a pas, hein, c'est comme l'histoire de l'hymen, là, hein. Tout le monde n'en a pas, mais la plupart, enfin il y a une grande partie des femmes qui ont du bouchon muqueux, et donc dès qu'il y a une série de contractions, et c'est souvent en fin de grossesse, eh bien il y a ce bouchon muqueux qui va tomber. En général, il reste un petit moment dans le cul-de-sac postérieur. Alors, je vais essayer de vous décrire. C'est un ensemble de glaires, un peu épais, un peu gélatineux comme aspect. La plupart du temps, c'est blanc et transparent. Mais il peut y avoir un petit peu de saignement dessus. Donc, quand ça sort, à ce moment-là, c'est rouge, hein, le bouchon muqueux. Ou alors, il peut y avoir, s'il est resté un moment dans le cul-de-sac postérieur, il peut devenir un petit peu brunâtre parce que le sang, il finit par s'oxyder et ça devient légèrement brunâtre. Ça peut être blanc, jaunâtre, noirâtre, brunâtre. Voilà, c'est toutes les couleurs du bouchon muqueux. En gros, c'est pas bleu, le bouchon muqueux, quoi. C'est ce que je peux vous dire, ni violet, quoi. Donc, quand il y a du bouchon muqueux, il n'y a rien à faire. Je vous répète, il y a des femmes qui n'en ont pas de bouchon muqueux. Donc, quand vous le perdez, vous dites « Tiens, je perds le bouchon muqueux » et c'est tout. Et vous, c'est pas la peine d'appeler à la maternité pour dire « Voilà, je perds mon bouchon muqueux, qu'est-ce que je dois faire ?» Ben ça y est, vous le savez. Il suffit qu'il y ait une petite série de contractions à un moment donné pour perdre du bouchon muqueux. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. C'est pas grave, la perte du bouchon muqueux, et ça ne nécessite pas de déplacement ni de consultation. Voilà. Bouchon muqueux, terminé. Alors, rupture de la poche des os. Une rupture de la poche des os, vous êtes n'importe quel endroit et d'un seul coup, la première impression que ça fait, c'est que on fait pipi. Voilà, d'un seul coup, il y a cet écoulement, on se dit, bah mince, alors j'avais l'impression de régresser pendant la grossesse, mais là, c'est grave. C'est l'espèce d'impression qu'on a. Bon, et puis après, on se rend compte que non, c'est pas une régression, que c'est vraiment du liquide amniotique qui va sortir, voilà, qui sort. Donc là, il faut mettre des serviettes hygiéniques, d'accord? Et on vient tout de suite à la maternité. Donc là, je vous ai pas dit d'attendre, hein. En gros, hein, ça trempe une serviette de toilette, hein. Ah oui, c'est pas mal, hein, c'est The Flac, hein. Ça coule. Et à chaque changement de position, ça coule. Ça se reforme en permanence. Donc, il n'y a pas d'accouchement à sec, comme on dit. Vous aurez du liquide amniotique jusqu'au moment de l'accouchement, hein. Alors, ça coule un petit peu moins quand la tête est fixée ou qu'elle s'engage, parce que la tête fait bouchon et empêche le liquide amniotique de sortir. Mais vous verrez qu'au moment où le bébé sort, quand la tête va débouchonner le tuyau, et ben à ce moment-là, vous aurez souvent un flot de liquide amniotique qui sort en même temps. Juste comme ça, entre parenthèses, le liquide amniotique a un petit peu l'odeur de ce que vous mangez. C'est-à-dire qu'il y a des liquides amniotiques qui ont des goûts de cumin, d'autres de curry, d'autres selon ce que vous mangez. Donc voilà, il y a des odeurs un petit peu particulières. Voilà, donc je répète, on perd la poche des os, on vient tout de suite à la maternité, quelle que soit la maternité. C'est le même protocole pour tout le monde. Fissuration de la poche des os maintenant. Alors, comment on reconnaît? On peut confondre avec de l'eau du bain. Par exemple, vous prenez un bain en fin de grossesse, comme vos tissus sont de plus en plus souples, parce que vous avez une imbibition hormonale au niveau des estrogènes et de la progestérone pendant la grossesse, et que donc ça assouplit vos tissus. Et donc ces tissus vont être de plus en plus souples. Ce qui fait que si vous prenez un bain, notamment en fin de grossesse, à une période où vous avez des tissus très souples, eh bien l'eau du bain va rentrer dans le conduit vaginal et va s'accumuler dans le cul-de-sac postérieur. Donc, quand vous vous relevez, vous vous essuyez tout ça, vous êtes bien sec, et puis, à l'occasion d'un mouvement, dans la journée, clac, il y a un petit peu d'eau du bain qui va sortir. Et là, vous vous dites, ah, je perds les os ou j'ai une fissuration de la poche des os. Donc, comment on fait la différence entre de l'eau du bain et une fissuration de la poche des os? Eh bien, vous mettez une serviette hygiénique, et si cette serviette, elle se mouille tout le temps, eh bien, c'est que c'est une fissuration de la poche des os. Si c'est l'eau du bain, il va y avoir un écoulement et c'est tout. Après, c'est sec.
Avec quoi d'autre on peut confondre? Avec des pertes vaginales de fin de grossesse. À partir de 7-8 mois de grossesse, vous avez remarqué que vos pertes blanches sont très importantes. Elles vont être de plus importantes au fur et à mesure de la grossesse. Pourquoi? C'est à cause de votre augmentation d'estrogène et de progestérone. Ça va entraîner une augmentation des pertes blanches. Qui bien sûr, c'est pas sale, c'est pas infecté, ni rien. C'est vraiment des sécrétions normales dues, je le répète, à l'augmentation hormonale que vous avez pendant la grossesse. Donc ces écoulements peuvent faire confondre avec une fissuration de la poche des os. Comment on fait la différence? Ben c'est pareil un petit peu que l'eau du bain. Les pertes blanches, à 1 ou 2 écoulements par jour, souvent avec 5-6 heures de différence, alors que la fissuration de la poche des os, c'est un petit trou dans la poche des os, ça fait couler tout le temps. Donc il peut y avoir une interruption d'une demi-heure, mais maximum, après ça va recommencer à couler. Donc voilà, la fissuration de la poche des os, vous êtes mouillé un petit peu en permanence. Vous changez de serviette hygiénique, ça se remouille progressivement. Dès que vous voyez qu'il y a une fissuration de la poche des os, vous venez sur vos lieux d'accouchement. On va vous faire un test. C'est un petit bâtonnet avec un petit, comment on pourrait dire, un petit coton au bout. Comment? C'est comme un grand coton-tige en fait. C'est exactement, c'est comme un coton-tige. On le met dans le liquide amniotique, c'est-à-dire on va vous l'introduire dans le vagin. On attend un petit peu qu'il soit bien mouillé. Et s'il y a du liquide amniotique, ça va virer ce coton-tige et il va devenir bleu foncé. Voilà. Donc c'est la preuve qu'il y a du liquide amniotique. Comme il n'est pas complètement fiable à 100%, si on a un doute, on fera un autre test, éventuellement un prompt test, etc., qui va permettre d'avoir une certitude que l'écoulement que vous avez est bien du liquide amniotique. Alors, quand on perd les os, on vient tout de suite. Quand on a une fissuration de la poche des os, on vient tout de suite. Ou quand on a un doute, on vient tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on va repérer quelle est l'heure de départ d'ouverture de l'œuf, c'est-à-dire à partir de quel moment l'œuf est ouvert, même si c'est un petit trou, même si c'est une fissuration, ça revient au même, il y a une ouverture de l'œuf. Et pourquoi on a ça? Parce qu'on sait qu'au-delà de 24 heures commencent les risques infectieux au niveau de l'œuf, du bébé. Parce qu'il peut y avoir une ascension des germes vaginaux à l'intérieur de votre utérus. Et donc de l'œuf. Et donc une infection du bébé. C'est ça que ça veut dire. Au-delà de 24 heures, il y a un risque d'infection. Donc, le protocole est le même partout. Quand vous dépassez 24 heures d'ouverture de l'œuf, on vous déclenche. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir, parce que c'est une possibilité qui peut exister. Alors, normalement, il y a à peu près 60% des femmes qui vont se déclencher spontanément après une rupture ou une fissuration de la poche des os, dans les 6 heures, en gros, qui suivent. Bon. Puis après, il y en a encore un pourcentage qui va se déclencher entre 6 heures et 24 heures, mais il va rester des femmes qui ne se déclenchent pas malgré la rupture ou la fissuration de la poche des os. Donc celles-là, il va falloir les déclencher. Parce que on sait que le risque infectieux va monter au fur et à mesure du temps d'ouverture de l'œuf. À partir du moment où vous fissurez ou vous rompez la poche des os, dans la mesure du possible, on essaye d'éviter les touchés vaginaux, puisque le toucher vaginal va prendre les germes et va les amener à l'intérieur du corps utérin. Donc voilà, donc c'est une contre-indication à la multiplicité des examens gynécologiques avec toucher vaginal pendant le pré-travail ou le travail, la fissuration de la poche des os. Mais on est bien obligé quand même d'en faire quelques-uns pour savoir où vous en êtes, c'est sûr. Voilà. Le secret, ça va essentiellement être l'aménagement du temps au niveau de chez vous. Ça va être ça, parce que plus vous arrivez tard sur les lieux d'accouchement, quand même, c'est-à-dire au début de la dilatation ou en cours de dilatation, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que tant que vous êtes chez vous, vous pouvez bouger, vous pouvez vous mettre dans la position que vous voulez. Vous êtes dans un mobilier qui est le vôtre. Vous êtes forcément en sécurité chez vous. Alors par contre, il faut essayer de l'être le plus possible. Donc,
Il faut quand même vous dire que c'est normal d'avoir des contractions, que c'est normal d'accoucher et que ça prend du temps, cet accouchement. Hein. Donc ça, c'est le but du cours d'aujourd'hui, de vous expliquer qu'il y a un temps qui s'appelle un temps de séparation entre vous et le bébé. C'est un temps de séparation. Pour moi, c'est la vraie raison de la douleur de l'accouchement. Parce qu'on se sépare d'un bébé et en général, dans les séparations, c'est douloureux, une séparation. Mais en plus, là, c'est la séparation avec quelqu'un qui vous a rien fait. Donc, c'est encore plus douloureux. Encore quand vous en voulez à fond, ça va. Enfin, disons que ça va. C'est jamais facile, mais on a des bonnes raisons. Mais là, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Donc, c'est pas une séparation facile. Hein. Donc, voilà. L'accouchement, le travail, c'est une séparation. Et pour pouvoir se séparer, eh ben, faut faire un travail de séparation. Et c'est ça, la dilatation. Et le pré-travail, eh ben, c'est le moment où on se prépare à faire le travail de séparation. Hein. C'est donc comme ça qu'il faut voir cette période de pré-travail. C'est comme ça qu'il faut vous installer dedans en disant « je suis en train de préparer mon travail de séparation avec mon bébé » qui va avoir lieu dans quelques heures. Hein. Voilà. Et c'est pas simple. Voilà. Donc, comment, au départ, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'essayer d'être le plus légère possible par rapport à l'intensité des émotions qui vont augmenter, etc. Moins vous investissez, d'une certaine façon, plus vous restez légère et moins investi dans cette histoire d'accouchement, plus votre accouchement va être facile et plus les heures vont être faciles à vivre. Donc, dans un premier temps, essayez de penser à tout ce moment chez vous que vous pouvez aménager et comment vous pouvez l'aménager de façon le plus agréable possible. Quand vous êtes chez vous, quand vous voyez que vous commencez à avoir des contractions très espacées, là, moi, je vous conseille de manger, d'avoir un repas très digeste, c'est-à-dire avec le moins d'huile possible et avec des sucres lents. Parce que si vous ne mangez pas, il y a un risque que sur 16 heures ou 17 heures, vous soyez dans un épuisement physique incroyable. Alors, quand est-ce qu'il ne faut vraiment pas manger? C'est quand, dès le début, vous avez d'énormes nausées, parce que là, vous n'allez pas arrêter de vomir, donc ça ne sert à rien de manger. Ou alors, quand vous avez contraction sur contraction, parce que ça va être un accouchement rapide, vous n'aurez pas le temps de digérer. Hein. Donc, une digestion, c'est 2 heures, normalement. Avec des contractions, on peut multiplier largement par 2, 4 heures. Ça veut dire que vous avez le temps de digérer un premier repas en début de pré-travail. J'ai bien dit en début de pré-travail. Hein. Pour les deuxièmes bébés, je vous conseille, surtout si la dilatation était un peu rapide, éventuellement une tisane sucrée avec du miel, mais peut-être pas de manger. Ça risque d'être rapide. Hein. Donc, je vous conseille la tisane sucrée avec du miel si vous voulez quelque chose au niveau de l'estomac. Pour les autres, une fois que vous avez fait ce petit repas au départ, vous ne mangez plus après. Par contre, vous pouvez boire des boissons, vous savez, hyper énergétiques, hyper protéinées, des choses comme ça, qui vont vous permettre de tenir et en même temps de ne pas entraîner des digestions très difficiles à avoir. Je rappelle que dès que vous allez arriver dans les institutions, on ne vous donnera pas à boire ni à manger. Mais c'est par rapport à l'anesthésie? Exactement. C'est par rapport à l'anesthésie. Alors pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais dans un accouchement s'il ne peut pas y avoir une anesthésie générale. Et en cas d'anesthésie générale, qu'est-ce que ça entraîne? Il y a un risque que si tu as mangé, tu vomisses pendant une période anesthésique. Or, sous anesthésie, tu n'as pas de réflexe. Ça t'endort les réflexes aussi. Et donc, tu n'as pas le réflexe d'avaler quand tu es sous anesthésie générale. Et donc, si tu vomis sous anesthésie générale, eh bien, tu as un risque d'avoir tout ton vomi, en fait, qui part dans les alvéoles pulmonaires. Hein. Alors, une choucroute ou un cassoulet dans les alvéoles pulmonaires, c'est très grave pour l'anesthésiste, ça. Puis pour vous aussi, au niveau vital. Hein. Oui. Mais pour l'anesthésie, je peux vous dire qu'il galère, là. Hein. Voilà, donc je vous conseille, surtout pour vous, je suis d'accord, mais c'est un risque pour votre santé et même, c'est un risque vital. Hein. Donc,
qu'on soit clair quand même par rapport à ça. Voilà, donc ceci dit, on a fait des études qui montrent aussi que laisser une femme à jeun sans qu'elle mange pendant une durée très longue au niveau du pré-travail-travail entraînait des dystocies très claires. Il y avait plus de phénomènes douloureux, il y avait plus de forceps, il y avait plus de césariennes et il y avait plus de souffrance fœtale. Donc il faut aussi savoir doser les choses, hein. Donc je vous conseille de manger en tout début de travail et ensuite de prendre des boissons hyperprotéinées pour la suite du travail. Et quand vous serez dans les institutions, des pulvérisateurs d'eau pour vous humidifier les lèvres. Voilà. J'ai une question. Oui, compris. De base, mais en fait, à quoi on reconnaît une contraction? À quoi on reconnaît une contraction? Très franchement, bonne question. Très très bonne question. Pendant la grossesse, tu as des contractions qui s'appellent des contractions de grossesse. Alors, là, je vais essayer de te faire repérer les contractions de grossesse. Est-ce que tu as remarqué que le soir, quand tu te couches, une fois que tu es allongé, le bébé se met à bouger? D'accord. Tu touches ton utérus une fois que tu es allongé, tu vas voir, c'est souple, voilà. Et après les mouvements actifs du bébé qui bouge, là, souvent, ça durcit au niveau du ventre. Ben ça, c'est une contraction de grossesse. Alors, quelle est maintenant, la deuxième question qui va... quelle est la différence entre une contraction de grossesse et un accouchement? Ben évidemment que c'est une question d'intensité et de fréquence. Alors, quelle est la différence, pour donner une petite idée de différence entre l'intensité d'une contraction de grossesse et l'intensité d'une contraction d'accouchement? C'est la différence qu'il y aurait entre une patinette et une Formule 1. Alors, même si tu n'as jamais vu de Formule 1 de ta vie, la fois où tu vois débouler une Formule 1, tu te dis, ça y a un truc qui est sûr, c'est pas une patinette, tu vois. Donc, tu ne confondras pas et tu ne passeras pas à côté, tu vois. Parce que c'est ça l'angoisse qu'il y a derrière. Est-ce que je vais reconnaître? Mais la douleur, C'est plutôt une douleur comme celle des règles douloureuses. Quand ceux qui ont eu des règles douloureuses, il y en a qui n'ont jamais eu de règles douloureuses, hein. Qui c'est qui n'a jamais eu de règles douloureuses? Moi aussi. Voilà, tu vois, là, on est une majorité, hein, mais toi, ça tombe bien, tu as eu des règles douloureuses, donc tu reconnaîtras. En fait, oui, ça vient tout doucement, et puis c'est très intense, et puis ça retombe, en fait. On les sent arriver. Voilà, depuis quelques temps, j'ai le ventre qui se durcit. Parce que tu es en fin de grossesse. J'ai aucune douleur. D'accord. Je vous ai dit qu'en fin de grossesse, il y avait des contractions qu'on percevait mieux, mais qui sont des contractions de grossesse. C'est comme ça qu'on sait que c'est des contractions de grossesse. Exactement ce que tu décris. De fin de grossesse même. Voilà. Ok, c'est clair. Donc la Formule 1, là, tu vois, donc vous attendez la Formule 1. D'accord? Alors attention à vos compagnons, parce que quand vous allez commencer à avoir des contractions régulières fortes, lui, il va avoir tendance à vous emmener. Il va avoir dire, bon, bah, pourquoi? Parce qu'il va commencer à se dire, oh là là, elle a des contractions vachement souvent, elle va me le pondre là, moi je sais pas quoi faire. Tu vois, ça va être ça, son énorme angoisse. Donc je vais essayer de leur dire au moment du cours avec les papas que vous savez le moment de venir, vous le saurez. Pourquoi vous le saurez? Parce que vous êtes des femmes. Voilà. Et que ça se sent. J'ai une question. Il y a des fois, j'ai comme des sciatiques qui me prennent, mais au niveau du dos et qui descendent à la fesse. Et après, j'ai comme l'impression que mon utérus, il pousse tout seul. Donc, j'essaie de me retenir, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, Alors, ce que tu décris, c'est effectivement un début de sciatique. Qui est-ce qui a des problèmes un peu de sciatique? Toi aussi, normalement, c'est assez fréquent, hein. Quand vous n'êtes pas enceinte, vous vous tenez à peu près comme ça. D'accord? Donc, le fait d'être enceinte, ça va vous faire un poids, hein, devant. Donc, normalement, ça devrait pencher comme ça. Évidemment que vous n'allez pas vous mettre comme ça, hein, quand on est enceinte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On redresse, je vais tout exagérer, hein, on redresse comme ça, vous voyez. Et puis, comme on va non plus se tenir comme ça, on remet le haut de sa colonne vertébrale comme ça. Donc, du coup, vous avez la colonne vertébrale qui fait ça et qui fait ça. Vous voyez le mouvement de la colonne vertébrale. Ce qui fait que, à l'endroit où ça creuse comme ça comprime les nerfs. Et c'est là où il y a les nerfs sciatiques. Donc, ton mal, tes sciatiques sont dus aux déformations du dos. De même que la déformation du haut de la colonne vertébrale, ça entraîne moins de phénomènes douloureux comme les sciatiques, etc. N'empêche qu'il y a quelque chose, vous avez peut-être remarqué que depuis le début de la grossesse,
vous faites tomber des choses. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. C'est-à-dire que les choses vous échappent, vous cassez plus que ce que vous cassiez habituellement. Ben parce qu'il y a une compression aussi de l'humérus, des nerfs huméraux et radiaux, et du coup, ces nerfs-là diminuent, du fait de la compression, la sensibilité que vous avez au bout des doigts. Il y a même certaines femmes qui ont des fourmis beaucoup dans les mains. Donc tout ça, c'est dû à la déformation de la colonne vertébrale. Donc la solution, c'est le travail sur la colonne vertébrale. Alors, il y a tout ce qui concerne le travail du dos, qui est le yoga. Tu peux faire du yoga pendant la grossesse et travailler le dos. C'est une des formes qui est intéressante, si tu préfères. Il y a la natation, qui donne des bons étirements au niveau du dos. Et puis la natation a comme gros avantage, si je préfère qu'une fois que tu es dans l'eau, ça allège, c'est plus facile d'être dans l'eau pour une femme enceinte que d'être dans l'air, parce que tu es porté par l'eau. Et du coup, c'est très agréable l'eau quand on est enceinte. Hein. Donc évidemment, je vais vous conseiller éventuellement d'aller dans des cours de femmes enceintes à la piscine. Pourquoi des cours de femmes enceintes? Parce que normalement, vous chauffe un petit peu l'eau, un peu davantage, et puis que tout le monde ne saute pas en même temps à côté de vous dans la piscine. Voilà. Troisième chose, quand la sciatique est vraiment douloureuse, tu peux faire de l'acupuncture. Des fois, ça marche pas mal, hein, l'acupuncture. Et l'ostéopathie. Donc, c'est les 3-4 trucs qui peuvent marcher pendant la grossesse. Donc, voilà au niveau des déformations de la colonne vertébrale. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu des moyens de transport pour venir à la maternité le jour de l'accouchement. Alors, ce qui va le plus vite, hein, c'est de loin votre voiture. Parce qu'elle est garée devant chez vous, parce que votre mari peut amener la valise dedans, que vous avez le temps de descendre tranquillement, qu'il va vous attendre en bas et que vous allez partir et qu'il va probablement prendre ce jour-là les couloirs de taxi. C'est pas grave et c'est une des choses qu'il faut faire. Et si même il y avait des embouteillages, il klaxonne. C'est une des choses aussi qu'il faut faire et éventuellement s'il y a des motards, ils lui feront la route. Hein. Voilà, donc ça, votre voiture, c'est ce qu'il y aura de plus rapide pour aller à la maternité pour celles qui ont des angoisses dans le temps. Deuxième possibilité, le taxi. Simplement, le taxi, il ne faut pas dire « Allô, voilà, vous venez à tel endroit parce que ma femme a des contractions, elle va accoucher. » Vous voyez, donc si vous dites tout ça, vous risquez d'avoir un petit problème avec le taxi, il risque de ne pas venir. Voilà. Donc votre mari ne dit pas ça, il dit c'est pour un transport. Et il ne dit pas à la maternité, vous allez en risque de venir, il dit par exemple pour les Lilas, au 14 rue du Coq Français aux Lilas, tu vois. Alors maintenant, les ambulances, vous pouvez téléphoner aux ambulances à côté de chez vous, je vous préviens, ce n'est pas un transport rapide, il est rapide quand les ambulances arrivent tout de suite. Mais le problème de l'ambulance, c'est qu'elle sera probablement en train de faire une course, qu'ils vont vous dire oui, et qu'ils vont terminer la course, qui est normale, et qu'ils viendront vous prendre après. Donc, c'est moins rapide l'ambulance. Par ailleurs, vous avez un aller-retour de payer en ambulance. Mais je vous préviens, il n'y en a qu'un, d'abord et d'un. Et de deux, vous pouvez aussi demander au niveau du taxi une feuille pour être éventuellement remboursé hein, de votre taxi qui va à la maternité. Hein, donc, que vous envoyez à la sécurité sociale. Normalement, vous avez droit à un remboursement ce jour-là. Hein. Et puis, dernière possibilité, SAMU et pompiers. Alors là, je suis claire. Sauf si on est en train d'accoucher. Et à ce moment-là, c'est le SAMU qu'il faut appeler, pas les pompiers. On n'appelle pas le SAMU et les pompiers. Pourquoi? Parce que c'est des transports beaucoup trop chers, qui reviennent à la sécurité sociale à plus de 1 000 €, hein, le transport. Ça ne le nécessite pas. Donc là, il faut avoir un tout petit peu un esprit civique par rapport à ça. Je répète, sauf si vous êtes en train d'accoucher, où là, ça le nécessite. D'accord. Et les pompiers, j'ai eu dans mon histoire de sage-femme, et c'est pour ça que je suis obligée de le dire, 3 plus une fois où c'était entre les deux, mais en tous les cas 3 fois de sûr, où des femmes sont arrivées avec un transport pompier, où elles avaient eu des épisiotomies faites par les pompiers qui pensaient qu'elles accouchaient, et c'était des femmes qui avaient des cols perméables à 1 doigt ou 2 doigts. Donc il y avait des erreurs trop importantes, si vous préférez, qui moi m'ont effrayée. Alors bien sûr, c'est mon expérience, je pense que évidemment sur 40 ans, que peut-être la formation aujourd'hui est meilleure, que c'est des transports qui ont eu lieu il y a une
quinzaine d'années. Par ailleurs, ils ont l'ordre d'aller à l'hôpital le plus proche de chez vous. Donc, ça ne sera pas forcément l'hôpital dans lequel vous voulez accoucher ou dans lequel est votre dossier médical, d'ailleurs. Donc, ça aussi, il faut que vous le sachiez. Conseil, pour moi, c'est voiture ou le taxi, c'est ce qui est vraiment le mieux. On a encore deux choses à dire. Si vous dépassez votre terme, alors là, il faut noter, à votre dernière consultation, vous allez demander de façon précise quel est le protocole de dépassement de terme. Alors, pour les lilas, vous téléphonez au 3e étage aux sages-femmes de garde à terme plus de jours. Donc, vous prenez le terme qu'on vous a donné, plus de jours. Sauf s'il y avait quelque chose qui vous inquiète avant. À ce moment-là, il faut évidemment téléphoner avant et on vous fera venir avant. Évidemment, si terme plus de jours tombe un dimanche ou un samedi, etc., c'est pareil. Hein. On est de garde pareil et on répond pareil au téléphone et c'est le même protocole, ça ne change pas si c'est un dimanche ou un jour férié. Vous allez venir dans la journée. Ce qui va suivre, par contre, c'est pareil partout, quel que soit le lieu. Au moment où vous arrivez, vous avez un monitoring d'à peu près 1 heure qui va avoir lieu. Où là, on va regarder comment va votre bébé, on va interpréter le tracé de votre monitoring. On va regarder aussi si vous avez des contractions, comment les choses se passent, etc. Donc là, on interprète un peu le tracé du monitoring. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, on va faire un toucher vaginal. On va regarder comment est l'état de votre col. Si c'est un col qui est tonique, qui est fermé, qui est dur, on va probablement vous proposer une préparation, ce qui s'appelle une préparation du col. Et donc, on va mettre, en général, c'est plutôt des ovules de prostaglandine. Ces ovules de prostaglandine vont entraîner des contractions utérines. Certaines fois, l'ovule de prostaglandine, enfin les prostaglandines qu'on va vous donner, ça va tout de suite faire un déclenchement. Les contractions arrivent en général dans le quart d'heure, 20 minutes qui suit le fait d'avoir mis les prostaglandines dans le cul-de-sac postérieur. Il va y avoir des contractions et elles vont être fortes pendant les 2 heures qui suivent la mise en place des prostaglandines. Dernière chose, on vous fait une échographie. L'échographie va permettre de regarder la quantité de liquide qui reste à l'intérieur de l'utérus. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand il y a encore beaucoup de liquide, c'est que vous n'êtes pas à terme. D'accord? Et si par contre il y a peu de liquide, eh bien là on va voir que vous êtes à terme et on va vous déclencher. Si le monitoring n'est pas très bon, on vous déclenche aussi directement, on ne vous laisse pas repartir chez vous. Voilà. Dernière chose, tout est bon. On vous donne rendez-vous à terme plus 4 jours et on recommence la même chose. Donc le monitoring, les prostaglandines éventuellement et l'échographie. Au Lila, le protocole, c'est déclenchement tout le monde à terme plus 6 jours. Il y a 2-3 choses qui vont faire qu'on va déclencher un peu plus tôt. S'il y a eu, j'ai dit, un des examens qui révèle qu'il y a une petite anomalie. Ou alors, si vous êtes d'origine africaine. Pourquoi? Parce qu'on sait que les bébés d'origine africaine maturent, les femmes africaines maturent un peu plus vite leur bébé à l'intérieur du ventre. On va déclencher à terme pile. On va essayer de déclencher à terme pile dans ce cas-là. Et dernière chose, si vous avez des jumeaux, c'est pareil, les dames qui sont porteuses de jumeaux maturent plus vite leur bébé. C'est-à-dire qu'à 8 mois et demi, 8 mois 3/4, ils sont pratiquement à terme, les bébés jumeaux. Voilà. Donc, c'est les petites parenthèses qui permettent de savoir un petit peu qu'il y a qu'on change un peu les protocoles en fonction de ce qu'on a remarqué sur le plan de la clinique. Vous appelez quoi anomalie? Par anomalie? Ben, par exemple, un placenta qui commence à se calcifier, c'est une anomalie qu'on voit à l'échographie. Pas de citerne. Les citernes, c'est les quantités de liquide qu'il y a à l'intérieur de l'échographie. C'est une anomalie. Dernière anomalie, une anomalie du rythme cardiaque du bébé pendant qu'on ait fait le monitoring. Voilà, c'est les anomalies qu'on peut repérer à ce moment-là sur le bilan de dépassement de terme. D'accord? Dernière chose, si jamais vous accouchez prématurément, les protocoles, quel que soit le lieu, c'est de vous diriger dans un endroit où il y a un service de réanimation néonatale pendant que vous êtes enceinte.
Parce que le transport du grand prématuré est péjoratif à la santé de l'enfant. Donc on va essayer de vous transporter avec le bébé dans le ventre. Donc il faut d'abord trouver un lieu où il y a une place dans un service de réanimation néonatale. Et une fois qu'on a trouvé la place, on vous emmène dans la maternité adjacente pour qu'il n'y ait pas de transport du bébé au moment de la naissance quand c'est un prématuré. Voilà, oui. Prématuré, c'est à partir de combien? Enfin, on n'est plus considéré comme prématuré à partir 36 semaines. 36, d'accord. D'aménorrhée. D'accord. Et la prématurité commence normalement à 28 semaines, c'est-à-dire à 6 mois. Avant, c'est un grand prématuré. Donc, en gros, on considère que c'est 26 semaines la viabilité. Voilà. Tout le monde est à peu près d'accord pour dire 26 semaines et pas en deçà. Voilà. Les 26 semaines, c'est quand même un très grand prématuré. Avec un pronostic réservé, on va dire. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'après, je vais passer à la partie plus pratique. Le fait d'avoir un gros bébé, Oui. est-ce que ça peut amener à un accouchement plus Tôt. Oui. Non. 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 Il y a des bébés qui naissent, ils font 5 kilos, il y en a d'autres 4, il y en a d'autres 3, il y en a d'autres 2,5. Voilà. Ils arrivent, c'est une question de terme. Voilà. Donc c'est pas une question de place ou parce qu'ils n'ont plus de place, ils vont vouloir sortir et, Non. D'accord. Ils se font la place. Voilà. Par contre, un très gros bébé, il faut avoir fait les tests glycémiques. Hein. Oui, je suis en train de les faire. D'accord. Ok. On va passer à la partie respiratoire et après on aura un petit exercice pour toi. Alors, vous allez mettre une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Ok. Vous inspirez. Vous soufflez. Vous regardez si c'est la main qui est sur le ventre ou si c'est la main qui est sur la poitrine qui monte et qui descend. Vous regardez comment vous respirez. Chaque femme, c'est différent. La respiration par la poitrine s'appelle la respiration thoracique. La respiration par le ventre s'appelle la respiration abdominale. D'accord? Donc, je vais vous montrer ces deux respirations. Je vais faire une respiration thoracique. Ça veut dire qu'en thoracique, ma poitrine va monter et va descendre, mais mon ventre ne va pas bouger. Je refais une deuxième fois. Ok? Je vous montre maintenant une respiration abdominale. Donc là, ça veut dire que c'est mon ventre qui va monter et qui va descendre. Et par contre, ma poitrine ne bouge pas là. Hein. Voilà. Donc là, c'est les deux respirations, thoracique et abdominale, hein, vous avez compris. Donc pour respirer en thoracique, il faut un peu prendre la respiration un peu dans la gorge. Là. Et en abdominal, si vous n'y arrivez pas, c'est plus dur hein, la respiration abdominale. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un petit mouvement comme ça au départ, juste faire bouger le ventre. Et puis après, en même temps que vous faites bouger le ventre, vous le gonflez, vous mettez de l'air dedans. Hein, en faisant bien attention que la poitrine ne bouge pas. Ok, alors vous commencez en thoracique. Oui, ça a l'air d'aller. Refais une fois. Oui, c'est bon. Vous vous entraînez tout de suite en abdominal hein, quand je suis passée. Très bien. Ben, vous voyez, vous arrivez toutes pratiquement. Très bien. Ok, abdominal. C'est pas mal. Super.
Je vais vous expliquer à quoi ça sert maintenant. Vous allez palper le haut de votre utérus, là maintenant. Vous mettez vos doigts comme ça et vous palpez le haut. Vous sentez comment c'est, là? Sentez bien la sensation que vous avez en palpant. Et puis, vous allez inspirer en abdominal. C'est-à-dire, vous prenez de l'air, vous inspirez et vous bloquez l'air. Vous bloquez et vous palpez. Et qu'est-ce que vous sentez de différent au bout des doigts? Voilà, c'est ça qu'il faut sentir, ça durcit. Bon, c'est assez net, hein, normalement, au niveau de la palpation. Donc, dès qu'on inspire en abdominal, on sent très bien que ça durcit en haut de l'utérus. C'est ça qu'il faut sentir. Pourquoi ça durcit? C'est parce que vous avez, à cet endroit-là, le muscle respiratoire qui s'appelle le diaphragme. Quand vous inspirez en abdominal, il descend sur l'utérus et il se contracte, votre diaphragme. Et quand vous expirez, il remonte et il se décontracte. Donc, plof, shtak. Plof, shtak, il fait ça. Donc, à quel moment on va respirer en abdominal dans l'accouchement, à votre avis? Pour l'expulsion. Exactement. Pour pousser le bébé, ça va être une respiration abdominale. Par contre, toutes les autres respirations de l'accouchement vont être des respirations thoraciques. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, on va éviter l'appui du diaphragme, parce qu'à ce moment-là, le bébé va appuyer trop fort et il y a un risque quand même d'appuyer trop fort sur le col, c'est-à-dire de déchirure du col, de l'utérus. Ce qui n'est pas très embêtant pendant le travail. Une déchirure du col, elle se cicatrise toute seule, il y a rarement besoin de recoudre un col. Mais ça donne quand même du tissu cicatriciel. Les tissus cicatriciels sont des tissus un peu plus fragiles. Donc, il y a plus de risques de faire des menaces d'accouchement prématuré sur des grossesses ultérieures, sur des tissus du col qui seraient très cicatriciels. Et surtout, certaines femmes, évidemment, c'est une minorité de femmes, mais ça peut arriver que les cicatrices au niveau corporel soient douloureuses. Alors, il y en a d'ailleurs qui disent qu'ils ont mal quand il y a des changements de température au niveau de leurs cicatrices. Voilà. Et dans ce cas-là, eh bien, au moment des rapports sexuels, il y a une possibilité de phénomène douloureux à cause des cicatrices sur le col. Donc c'est cette raison-là qui fait qu'il vaut mieux respirer en thoracique pendant la période de dilatation et il vaut mieux respirer en abdominal pour le pousser quand il n'y a plus de col qui est devant. Donc là, on n'a plus aucun risque de le déchirer. Alors, les respirations, en aucun cas, ne vont accélérer le travail. Hein, ce n'est pas la respiration qui va accélérer le travail. Okay? Ce qui va accélérer le travail, ça va être les contractions, la qualité de votre col, etc. Mais changer de mouvement respiratoire ou de vitesse de respiration va avoir une influence certaine sur votre fatigue. Donc, il va falloir être mesuré dans les respirations que vous allez prendre. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va falloir prendre les respirations qu'on va vous apprendre, que je vais vous apprendre, le plus tard possible. Tant que vous pouvez respirer comme vous êtes là en ce moment, ben, vous ne vous fatiguez pas. Quand vraiment c'est plus possible, c'est-à-dire que ça commence à être trop douloureux, qu'il faut investir quelque chose, vous allez prendre les respirations. Mais démarrez pas sur les respirations tout de suite. Hein. Vous avez essayé de démarrer dans la zone verte et pas avant. Pas avant, pour pas trop vous fatiguer. L'autre inconvénient de respirer comme ça, de toute façon, ça fera accélérer votre rythme respiratoire. Et l'inconvénient, c'est de vous hyperventiler. Et l'hyperventilation entraîne des fourmis, des crampes aussi, parce que ça donne un petit peu une acidose du fait de l'hyperoxygénation. Je vous conseille, je le répète, de prendre les respirations le plus tard possible. Les respirations donc de la période du pré-travail, ben, si possible, la respiration normale. Arrivé à la zone verte, on va donc prendre une respiration que je vais vous montrer juste aujourd'hui, on la travaillera la prochaine fois, qui est ce qu'on appelle la respiration de la bougie. D'accord? Cette respiration-là, en fait, ce sont des très grandes expirations. Donc, on inspire en thoracique, et on expire comme s'il y avait une bougie qui était devant vous, que vous voulez faire bouger la flamme de la bougie, mais que vous ne voulez pas l'éteindre. Donc ça donne ça. Et on reprend.
Voilà, donc, et on le fait donc 2 ou 3 fois dans la contraction. Dès que la contraction est finie, on reprend la respiration normale, d'accord? On retravaille la prochaine fois la bougie, d'accord? Mais je voulais vous la montrer aujourd'hui pour que vous ayez eu, une fois qu'on vous ait montré, eh bien, l'expiration de la bougie, ok? Dernier exercice, pour toi tout particulièrement, on va imaginer que tes 2 contractions en pleine nuit, tu vois. Première contraction, ben, ça te réveille. Deuxième contraction, tu te dis, bon, ben, comme il ne faut pas que je tarde, je vais commencer à m'habiller. Au moment où tu veux t'habiller, ça pousse. Et tu sens que le bébé arrive. Et tu es toute seule. Qu'est-ce que tu fais? Je pleure, elle dit. Est-ce que c'est la bonne attitude? Nous allons prendre toutes les réponses. Je pense que ça ne va pas être très utile, mais quand même, ça peut te soulager. Why not? Dans un premier temps, j'appelle mon mari s'il peut venir tout de suite, c'est super. Sinon, ma voisine. Comme ça, en cas Alors moi, de je gros commencerai soucis, par la voisine, puis on verra le mari après, parce que c'est elle qui est à côté qui peut t'aider. Oui, Si le mari est loin, oui, c'est vrai. d'accord? Alors, effectivement, c'est ton mari que tu préférerais que la voisine, mais là, concrètement, j'ai bien dit, le bébé est en train de sortir, oui. d'accord? Donc, la voisine est la bonne réponse, hein. C'est la personne qui va pouvoir t'appeler et être là si t'arrive quoi que ce soit. Et tu te mets où? Ça dépend où je suis, si je suis en haut ou en bas, parce que je suis en étage, donc j'éviterai de descendre les escaliers si jamais je suis pas sûre de... Oui, Donc j'irai dans la salle de bain, si je suis à c'est l'étage. très fréquent. Enfin, il y a beaucoup de bébés qui naissent dans la salle de bain. Et tu ferais quoi dans ta salle de bain? Tu te mettrais sur quoi? Par terre, allongé. Par terre. Et pourquoi la salle de bain, elle est confortable, ta salle de bain C'est une pièce où je me sens bien. Ah d'accord. Ouais. Bon, Elle est grande, elle est spacieuse, donc je me sens bien. dans la salle de bain. Ça a l'énorme intérêt que ça va être nettoyable assez rapidement et sans problème. Puis ouais, c'est une pièce que j'astique énormément aussi, donc peut-être le fait que ce soit pour moi dans ma tête un espace vraiment très propre. Et tu te mettrais où dans cette salle de bain alors? On va imaginer chez toi. Par terre. Donc t'es à plat par terre comme ça? Ouais. Oui, parce que je vois pas la baignoire, je vois pas ça pratique du tout. Non, ça sera pas pratique. Ou alors, je resterai debout puis je me tiendrai au lavabo. Et qui c'est qui récupère le bébé La voisine. si t'es debout? La voisine. Debout en s'accrochant au lavabo. Je sais pas, j'essaierai de me mettre dans une position où je me sens bien en tous les cas. Bon, après tout, debout, on va prendre tout ce que tu me dis, hein, parce que mon boulot, moi, c'est d'écouter tout ce que tu dis. Debout, comme ça, pas mal, mais alors à ce moment-là, tu dis à la voisine de venir avec des énormes oreillers au cas où le bébé tombe par terre. Ouais. Tu vois, il faut prévoir une chute éventuelle, hein, parce que la voisine, sur un bébé qui arrive comme ça debout, il va y avoir la pesanteur en même temps, il va y avoir une bonne pression, et elle risque que ça glisse. Tu vois, donc je te conseille les coussins, hein, enfin les oreillers. Là, sur ce coup-là, peut-être que la position debout n'est pas la meilleure, la plus sécure, avec ta voisine et toi. Complètement allongé sur le sol de ta salle de bain, ça sera très bien sur le plan de l'asepsie, exactement. C'est ce que tu dis est très vrai, ça ne sera pas très confortable. Ça va être dur et tu ne vas pas être très très bien. À ce moment-là, il faut que tu te mettes contre un mur de ta salle de bain pour avoir le dos calé quelque part. Éventuellement, te faire venir un oreiller derrière le dos. Et par contre, le reste, tu peux être sur, effectivement sur le sol tout à fait bien. Pour que ce soit peut-être un peu plus propre encore, moi, je prendrais peut-être une serviette de toilette, tu vois, pour pas être directement sur le sol. Bien sûr, tu vois. Toi, tu pourras rien faire. Hein. Il faut que ce soit la voisine qui t'amène. Il est en train de sortir, ton gosse. Hein. Je te dis la situation. Bon. Et si tu es en dessous, là, parce que tu es au premier étage, là, et quand si jamais ça t'arrive au rez-de-chaussée, ouais. Dans le salon. Dans le salon. Et dans le salon, tu te mets sur quoi? Je me mettrai par terre aussi. Tu te mettrais par terre dans le salon? Oui. Alors, contre un mur, pareil, avec un oreiller. Ouais. Bon, le canapé, autrement, c'était une bonne idée. Être dans son lit, c'est assez agréable. Dans son lit aussi, oui. Alors, hop, le bébé est là. Donc, la voisine, c'est qui? Ben, c'est toi, la voisine, hein, puisque tu es la voisine. Alors, on va donc faire ça comme ça. Et moi, je fais le vagin.
Alors, le bébé, il est dans le ventre, on est d'accord. Tu as ça de la tête qui commence à sortir et elle est totalement paniquée. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour la calmer? Bah, que la tête arrive. Ouais, ça, je sais pas, ça te calme? Si la tête arrive, c'est que c'est bientôt fini. Voilà. Je suis contente. D'accord. Voilà, t'es contente, c'est bientôt fini. Donc, elle, ça lui suffit. Tu vois, la plupart des femmes, c'est bien le problème, tu vois. C'est justement, voilà, ça les rassurerait pas du tout. Elle est cool, hein, on va dire. Hein. On est tombé sur une grande cool. Ah, ben, la tête arrive, super, j'accouche. Mais les autres, non. C'est justement la tête arrive, ça veut dire que ça va avoir lieu. C'était pas du tout ça que j'avais prévu. C'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait absolument pas coucher chez elle. Elle voulait accoucher avec des sages-femmes, des médecins, des gynécos, des machins. Il ne voulait pas qu'elle accouche avec la voisine qui n'y connaît rien. Tu vois, donc c'est quand même assez inquiétant cette affaire. Hein. Il faut que tu lui trouves autre chose que la tête arrive. Mais les autres aussi, trouver, hein, parce que bon, respire. Faut pas que ça me calmerait vraiment. Qu'est-ce qui peut calmer une femme à ce moment-là? Les secours vont bientôt arriver. Voilà, donc les secours vont bientôt arriver, ça veut dire qu'ils ne sont pas là et que le bébé est en train de sortir et qu'ils ne seront pas là quand le bébé va sortir. Je ne suis pas non plus complètement sûre que ça va la calmer. Son inquiétude, c'est quoi? C'est que ça se passe mal. Alors, tout va bien, tu peux lui dire tout va bien, mais pourquoi tout va bien? Parce que les risques dans un accouchement, ils se passent quand? En pré-travail, pendant le travail, pendant l'engagement. Pré-travail est terminé, le gosse, il arrive. La diététation est terminée, le gosse, il arrive. L'engagement, il est terminé puisqu'il se dégage. Donc, le risque, il est zéro. Absolument zéro. D'accord? Donc, elle a fini les risques obstétricaux. C'est terminé. Après, il peut y avoir des problèmes à la délivrance, mais sur le plan strictement mécanique obstétrical, c'est terminé, tout va très bien et on en est sûr parce que le gosse est là. Et les césariennes, ça aurait été parce qu'il y avait une stagnation de la dilatation, parce que ça ne s'engageait pas, parce qu'il descendait pas, le bébé, ou des choses comme ça. Mais justement, il fait plus que descendre puisqu'il sort. D'accord? Donc, c'est vrai que tout va bien sur le plan de la mécanique obstétricale, c'est fini quasiment. Il ne lui reste plus qu'à pousser. La deuxième chose qui calme, c'est que quand même, dans le monde aujourd'hui encore, accoucher avec sa voisine, c'est la majorité des femmes dans le monde. Oh, oh. C'est pas parce que vous faites partie de l'hémisphère nord, les copines, où là vous accouchez avec des docteurs, des machins, des bavettes, etc., qu'il n'y a pas l'autre moitié des femmes qui accouchent. Elles ont des ovaires, des utérus, des vagins exactement comme vous, et elles font les bébés avec leurs voisines. Ça fait partie des actes physiologiques de la vie. Vous n'avez pas été chercher les obstétriciens, les gynécologues pour le faire, ce bébé. Vous étiez quand même tranquille chez vous toute seule, dans un truc intime. Un accouchement, ça peut être aussi un acte intime. Bien sûr, l'arrivée du bébé, etc., c'est un acte social aussi. Mais quand même, il y a quelque chose autour de l'intimité qui est vrai dans un accouchement. Et donc, ben voilà, on peut accoucher juste avec une voisine parce qu'elle s'y connaît un petit peu au niveau féminin. Voilà. On en est donc que tout va bien et qu'il y a ça de la tête du bébé qui sort. OK? Alors, qu'est-ce que tu lui dis là maintenant? Ben, de pousser. Alors, vas-y, tu pousses. Voilà. Alors, quand elle fait ça, regarde ce que ça fait. C'est-à-dire, tu as les lèvres qui s'entrouvent comme ça. Et hop, là, elle a fini de pousser. Et le bébé, il fait ça. Il re-rentre à l'intérieur. Comme ça. Ça fait ça. Voilà. Donc, on attend la contraction d'après. Tu l'encourages là. Il faut pousser. Alors, hop, 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 hop. Là, ça sort un petit peu plus que la fois. Tu vois, d'avant, ça va jusque là. Et puis là, elle a arrêté de pousser. On attend la contraction d'après. Normalement, tu le fais 2-3 fois la poussée pendant la contraction. Hein. Elle t'aide, elle dit, allez, oui, vas-y, bon, c'est bien, etc. Il faut l'encourager là. Hein. Tu vois, c'est dur là. Hein. Donc, contraction d'après. Alors, hop, 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 hop. Et là, on arrive à tout ça de la tête. En fait, tu vois, quand il y a tout ça de la tête qui sort, c'est le moment où tu risques de, ça s'appelle de se déchirer. D'accord? Donc, à ce moment-là, au moment du risque de la déchirure, tu as le vagin qui est comme ça. C'est un petit peu comme si vous aviez un col roulé qui est très, très serré et que vous essayez de le passer. Si vous faites un truc comme ça, vous risquez de déchirer de votre col roulé. Si vous allez tout doucement et que vous faites comme ça, tout doucement avec le col roulé, ben, il va glisser progressivement. Donc, arrivé à peu près à ça,
Là, il faut qu'elle pousse, mais pas d'un seul coup très fort, pour pas déchirer le col roulé, tu vois. Donc, il faut que tu pousses doucement. Donc, vas-y, tu pousses doucement, et il va se passer ça. Toc, 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 toc. Et voilà, là, on est comme ça. Donc là, la tête du bébé est sortie du vagin, là, tu vois, puisque mes doigts, c'est toujours le vagin. Là, par contre, tu peux l'aider. Qu'est-ce que tu fais? Faut faire pivoter la tête, je crois. Vas-y. Mais il y a un sens, en fait, pour faire pivoter. C'est le sens du côté que ça tourne. Hein, Ouais, tu si regardes. ça résiste pas, c'est Voilà. tout, ok. Alors, est-ce que tu sais pourquoi on fait ça? Parce que c'est exactement ça qu'il fallait faire. T'es tombée sur la bonne voisine, toi. Je crois que c'est pour au niveau des épaules. Exactement. Passage des Elle est épaules. bonne, elle est bonne. Regardez, je remonte. Le bébé, il était comme ça. Ça veut dire que son diamètre bisacromial, il est là, il est au-dessus. Si elle, comme elle l'a très bien fait, hein, elle fait ça, et bien regardez, il va devenir comme ça, le diamètre. Il va se mettre dans le sens de la forme du vagin. Et donc, il y a beaucoup moins de risque de déchirure, bien sûr, quand ça passe. Alors, une fois que c'est comme ça, donc on sait que le bisacromial est dans la bonne dimension. Là, tu le descends comme ça, tu vois, bien plat, et vas-y, maintenant, une fois qu'il est descendu, vas-y. Et après, c'est Vas-y. des petits à-coups comme ça pour sortir les épaules. Vas-y, 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 vas-y. Et après, votre bébé est là. Voilà, tu lui donnes, c'est le sien, c'est ça. Donc tu lui donnes son bébé, voilà. Si le cordon est autour du cou, ça se passe comment? On va aller chercher le cordon. On va donc lui faire le cordon autour du cou. Alors tu as le placenta hein, qui est encore dedans. Vas-y, mets ton placenta dedans. Le bébé, il sort. Voilà, qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'enlever le cordon. Vas-y. Oh, bah, j'ai tout cassé. Alors, c'est plus solide que ça, parce que là, la pression à force, tu vois. Mais autrement, l'idée était très bonne. Elle a fait ça. En gros, ce qu'il faut faire, c'est ça. C'est ce qu'elle a fait. Si maintenant, c'est très serré, t'as pas de pince, t'as rien, là. Si c'est très serré, qu'est-ce que tu fais? Tiens, tu vois que tu n'arrives pas à le passer, en fait. À ce moment-là, ce que tu fais, parce que tu es à la maison, tu sors le bébé avec le cordon qui serre. Ça va le serrer un peu plus. Mais il faut le sortir le plus rapidement possible parce que de toute façon, le cordon est en train de l'étrangler là un peu. Hein. Donc, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Arrivé là, tu es tranquille pour l'enlever. Tu vois, tu fais tout de suite ça. Tu le sors, bien sûr quand même, et tu le défais dès que tu as un petit peu de longueur de cordon pour le défaire. Là, du coup, comme il a été un peu étranglé, il va avoir un peu de mal à prendre sa respiration. Donc là, par contre, il faut le masser comme ça, tu vois, assez bien, et comme ça, et en mettant la tête sur le côté pour qu'il puisse bien respirer, voilà, comme ça. Et là, il va crier tout de suite. Voilà, donc ça, c'est la deuxième possibilité, le cordon. Voilà. Donc, autrement, il est là, et bizarrement, c'est maintenant que l'enfant est en danger. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Le cordon, il n'est pas coupé. Non, il a froid. Et il a une régulation thermique qui est très fragile à ce moment-là. Il a froid pour une raison très simple, c'est qu'il vient de sortir. Il est mouillé, puisqu'il est plein de liquide amniotique. Et il était à un endroit où il faisait 37 degrés. Et il vient de passer dans un endroit où au mieux il fera 18-20 dans les salles de naissance. Hein, voilà. Donc il va y avoir une chute thermique de 17 degrés au mieux, voire 18, 19, 20 degrés, ce qui est quand même le cas le plus fréquent. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dès qu'il sort, un bébé? Avant? On essuie. Donc, tu l'essuies, et notamment sa tête, parce qu'il a les cheveux qui vont rester plus mouillés. Et une fois qu'il est à peu près sec, au moins sur cette partie-là, tu essuies un petit peu le ventre de la maman aussi, parce qu'il est mouillé aussi, son ventre. Tu essuies un petit peu là le bébé. Une fois que tu as fait ça, tu recouvres le bébé avec des couvertures hein, pour qu'il ait bien chaud. Et là, tu as tout le temps du monde possible. Donc, qu'est-ce que tu fais après? Je continue parce que il va falloir couper le cordon. D'accord? Alors, vous prenez du fil dans la trousse à couture et vous prenez le fil le plus gros. Vous prenez 3 fils de cette longueur-là environ. Et vous mettez dans un tout petit verre avec de l'alcool qu'il y a dans votre pharmacie. Vous mettez vos 3 fils à tremper. Et tu prends tes ciseaux. Par contre, il ne faut pas que tes ciseaux ils aient des poignées en plastique.
Tu as toujours des ciseaux, éventuellement des ciseaux qui coupent les ongles, on mettra plus de temps, voilà, ou les ciseaux à cheveux. Là, la voisine, elle va laver les ciseaux, tu les laves, tu les passes sous l'eau, tu prends les ciseaux, tu mets de l'alcool par-dessus et tu les fais flamber. Une fois qu'ils sont flambés, tu attends qu'ils refroidissent parce que c'est très long à refroidir, parce que c'est de l'alu en général qui est très brûlant, hein, donc vous attendez que ça refroidisse et tu vas te laver les mains. Sauf que tu ne te laves pas les mains comme ça, quoi. Tu te laves vraiment les mains, tu frottes, tu penses à cette partie-là de la main parce que c'est une partie qui est difficile à... Et tu frottes ici entre et tu frottes les ongles. Une fois que tu as fait tout ça, depuis là, tu te rinces et tu recommences. Parce que là, tu n'as pas de gants stériles, toi. Hein. Donc le vrai risque aussi, c'est d'infecter tout ça. Donc tu te frottes vraiment, vraiment, mais alors très, très scrupuleusement. Une fois que tu as te lavé 2 fois les mains, tu passes tes mains à l'alcool. Tu prends un de tes fils là, qui était dans l'alcool, à n'importe quel endroit. Tu prends ton fil, tu fais un nœud, tu fais 2 nœuds, tu serres bien, tu fais 5 nœuds. On s'en fout de comment ils sont les nœuds. Il suffit que ce soit serré et plusieurs, au cas où il y en ait un qui lâche, tu en fais au moins 10, tu vois, en tournant autour de ton cordon. Puis 1 ou 2 centimètres de là, tu reprends un autre fil et tu refais au moins 10 en faisant tous tes nœuds de l'autre côté. Et tu prends ton ciseau et tu coupes entre ta 2 séries de fils. Du coup, tu as donc un cordon qui fait tout ça, d'accord? Tu vois à peu près. Alors, en fait, ici, sur le bébé, il y a ce qu'on appelle une petite gaine de peau, d'accord? Cette petite gaine, elle va rentrer à l'intérieur et elle va s'ombiliquer à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elle va s'invaginer et c'est ça qui va devenir le nombril. Il y a des gens qui disent « Oh, la sage-femme, elle m'a fait un beau nombril ou un pas beau nombril ». C'est pas vrai, c'est la nature qui fait le nombril. La sage-femme, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle met une pince ici, c'est tout. Alors, ce qu'il faut faire, puisque vous n'avez pas de pince, ben vous prenez le 3e fil, je vous ai dit 3 fils. Et après, évidemment, la gaine de peau, qui est là, vous passez votre 3e fil, vous faites 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, là, plein de nœuds, et vous coupez juste après votre série de fils. Et là, ça y est, on peut habiller le bébé, on lui met de l'alcool, etc. Donc, ça y est, l'histoire du bébé, tac, parti. Alors, maintenant, on est sur l'histoire du placenta. Qu'est-ce qu'on fait? Il doit sortir tout seul, non? Ça doit sortir tout seul. Souvent, il faut un petit peu pousser. Hein. Il faut se mettre dans une bonne position. C'est le moment dangereux, là, dans l'accouchement à domicile. C'est l'histoire du placenta. Pourquoi? Parce que vous risquez de saigner. Qu'est-ce qui peut permettre d'éviter de saigner? Pourquoi on saigne d'abord, à ce moment-là? Quelle est la raison de l'hémorragie de la délivrance? Les contractions. Oui, les contractions. Et quoi dans les contractions? Eh bien, c'est qu'il n'y en a plus de contractions. Et donc, à ce moment-là, l'utérus, il se remplit avec les artères qui sont dans l'utérus de sang. Il faut des contractions. Et c'est les contractions qui vont contracter l'utérus et qui vont fermer les artères. Et c'est ça qui va éviter le saignement. À part le saignement, évidemment, qu'on ne peut pas éviter, qui est celui du lac sanguin, d'accord, qui permet l'intermédiaire entre la maman et le bébé. Donc là, vous avez un lac sanguin qui est pratiquement d'1/4 de litre de sang que vous avez constitué dans la grossesse. C'est entre 1/4 et 1/2 litre. Mais c'est beaucoup, 1/4 litre. Donc ça, c'est l'hémorragie physiologique. Mais au-delà de ça, si ça saigne plus qu'1/4 ou 1/2 litre de sang, c'est que vous saignez vous. Et donc, vous n'avez pas assez de contractions. Il faut donc donner des contractions. Et comment on va faire pour donner des contractions? Masser le ventre. On peut masser le ventre. Effectivement, là, au niveau de l'utérus, ça entraîne des contractions. C'est une très bonne idée. L'autre possibilité, c'est quoi? Avec la respiration, en poussant, non? Non, ça ne va pas donner des contractions, la respiration. En mettant le bébé au sein. Le bébé, quand il tète, ça entraîne une décharge d'ocytocine. Donc, si jamais le bébé il peut téter à ce moment-là, ça va vous sauver d'une hémorragie de la délivrance. Donc, il faut essayer de mettre le bébé au sein. Quand on est toute seule à la maison, ou que les secours ne sont pas arrivés, c'est le risque qu'il peut y avoir. Il faut que le bébé tète. Dès qu'il tète, ça va contracter l'utérus et à ce moment-là, tu vas pouvoir sortir le placenta. Voilà. Donc, je te montre maintenant la position dans laquelle il faut se mettre quand on est tout seul à la maison pour sortir le placenta. Tu te mets complètement, tu mets les fesses complètement en arrière, plus en arrière que ça. Voilà. Et toi, tu te penches complètement en avant. Et là, devant, ici, il faudrait mettre
un bocal pour pouvoir récupérer le placenta. Et dans cette position-là, complètement donc en arrière, tu vois, tu pousses pour sortir ton placenta. Et en général, ça fait floc et ça sort tout seul comme ça, très facilement. C'est très agréable le passage du placenta, ça fait pas mal et c'est très très agréable. Donc voilà. Il faut que ce soit fait combien de temps au maximum après que le bébé soit sorti? 20 minutes. 20 minutes. Ouais. Enfin, j'ai vu des placentas sortir après 20 minutes. Hein. À la limite, si tu saignes pas, il n'y a pas de danger. Tu vois, si tu saignes pas, tu saignes toujours un petit peu. Hein. Mais s'il n'y a rien... Il y a des accouchements où il paraît qu'ils sont obligés d'aller le chercher. Oui, mais c'est en général péridurale, syntocinon pendant tout le travail et du coup, ça ne se décolle pas. Sur ce genre d'accouchement, jusqu'à présent, je n'ai pratiquement jamais vu de problème de délivrance. Parce qu'après, il faut vérifier qu'il est bien complet, qu'il n'y a Oui. pas un petit bout Qui manque. qui manque. Oui. Ça peut être vraiment très dangereux, c'est ça? Non, là, on n'est plus dans un risque hémorragique, là. On est dans un risque infectieux ultérieurement. Donc, tu as quand même le temps, tu as 10-12 heures pour vérifier un placenta. Donc, on n'est plus dans l'urgence. Tout ce que j'ai montré, c'est des gestes d'urgence, là. Alors après, que ton placenta soit examiné, il faudra montrer le placenta à quelqu'un. Il n'était pas dans l'urgence, là. Tu comprends? Voilà, c'était l'accouchement à domicile. À bientôt. Ah oui, bah, donnez-moi un peu le placenta.